Une nuit pluvieuse. Une vieille dame perdue et affamée. Un agent d'entretien au cœur plus grand que ses problèmes. Il n'aurait jamais imaginé que cette femme fragile était la mère de la PDG la plus puissante de Paris, et que son geste changerait 3 vies pour toujours. Le réveil tranche le silence à 4h30 du matin, telle une lame froide traversant la quiétude du petit appartement. Julien Dubois ouvre lentement les yeux, habitué à cette routine qui se répète depuis 5 ans sans interruption. Le matelas grince doucement lorsqu'il se lève, se déplaçant comme un fantôme pour ne pas réveiller le trésor le plus précieux de sa vie. Gabriel, son fils de 10 ans, qui dort paisiblement sur le canapé lit du salon le 2 pièces de Montreuil, raconte l'histoire d'une vie reconstruite sur des décombres. Les murs à la peinture écaillée témoignent de nuits de pleurs silencieux, les casseroles rafistolées parlent d'une dignité préservée dans l'adversité. Sur le réfrigérateur, des photos du sourire de Gabriel recouvrent les taches de rouille, transformant les cicatrices en un hôtel d'amour paternel. Julien marche pieds nus jusqu'à la cuisine, où chaque geste matinal est un rituel de résistance. Il ouvre le frigo avec précaution, le joint de la porte est usé et il n'a pas l'argent pour le réparer. 2 tranches de jambon, un morceau d'emmental qui doit durer encore 3 jours, du pain qu'il trempera dans du lait pour le faire tenir plus longtemps. Ses mains calleuses travaillent avec la précision de celui qui a transformé la pénurie en article à 38 ans. Julien porte sur ses épaules plus de poids qu'un homme ne le devrait. Diplômé en génie civil d'une école d'ingénieur public, financé à la sueur de son front et par de grands sacrifices, il avait rêvé de construire des ponts, des immeubles, de laisser sa marque dans le béton de la ville. Mais la vie, cruelle dans son caractère aléatoire, avait d'autres plans. Il y a 6 ans, dans un accident de la route qui n'a duré que 3 secondes mais a anéanti 2 décennies d'amour, il a perdu Marianne, sa femme, sa compagne depuis l'université, la mère de Gabriel. Le deuil ne fut pas seulement celui de la femme aimée. Ce fut l'implosion complète d'un homme qui s'est retrouvé incapable d'exercer sa profession, qui paniquait en posant le pied sur un chantier, qui voyait dans la moindre fissure des murs le souvenir de l'accident. Papa? La voix endormie de Gabriel résonne depuis le salon, et Julien sent son cœur se serrer d'amour et d'inquiétude. Bonjour, champion. Papa est là. Sa voix porte toute la tendresse qu'un homme peut destiner à son fils. Il s'approche du canapé-lit et caresse les cheveux bruns du garçon, identiques à ceux de sa mère. Reste dormir encore un peu. Il est encore très tôt. Gabriel se retourne, serrant son oreiller usé. J'ai encore rêvé de maman, murmure-t-il. Elle a dit qu'elle était fière de toi. Julien ravale le nœud qu'il a dans la gorge. Elle l'est, mon fils. Elle l'a toujours été. De retour dans la cuisine, Julien prépare 2 gamelles avec l'amour de celui qui sait que la nourriture faite maison est plus qu'une simple nutrition. C'est de l'affection matérialisée. Une gamelle pour lui, à emporter au travail, une autre pour Gabriel à réchauffer à la cantine de l'école. Les pâtes ont été cuites la veille et tiendront jusqu'à jeudi. La sauce tomate, préparée dimanche, est presque finie. Il fait ses comptes de tête. Il reste 12 jours avant le salaire, il a 47,50 € dans son portefeuille. Mais il y a quelque chose dans les yeux de Julien que l'argent ne peut acheter, la dignité. Il enfile son uniforme bleu marine d'agent d'entretien avec la même fierté qu'il portait autrefois sa blouse d'ingénieur. Un travail honnête est un travail honnête, lui avait enseigné sa mère, Yvonne, qui avait fait des ménages toute sa vie pour qu'il puisse étudier. Dans le RER à Bondé en direction de la Défense, Julien voyage debout, serré entre d'autres travailleurs qui se lèvent avant le soleil pour nourrir leur famille. Il révise mentalement la leçon de mathématiques qu'il a aidé Gabriel à faire la veille. Le garçon est brillant. Il a hérité de l'intelligence de sa mère et de la détermination de son père. À 10 ans, il résout déjà des problèmes que Julien trouve simples mais qui impressionnent ses professeurs. Un jour, il sera ingénieur, pense Julien en regardant par la fenêtre embuée du train. Et il n'aura pas à porter le poids que je porte. 35 étages au-dessus de l'agitation des rues parisiennes, Valentina Moreau commande son empire de verre et d'acier avec une poigne de fer et un cœur blindé. À 42 ans, elle est la PDG de Moreau Logistique, une entreprise qui génère 30 millions d'euros par an et emploie plus de 2000 personnes à travers le pays. Son bureau au dernier étage de la Tour Saint-Louis offre une vue panoramique sur la ville, mais elle s'arrête rarement pour l'admirer. La journée de Valentina commence à 5h30 avec 3 expressos et une pile de rapports qui définiront le sort de contrats millionnaires. Son bureau en acajou importé est toujours impeccable. Ordinateur portable dernier cri, 2 téléphones professionnels, un agenda en cuir qui a coûté plus que le salaire mensuel de beaucoup de Français. Vêtu d'un tailleur Chanel qui souligne sa posture imposante, Valentina arpente les couloirs de l'entreprise comme un général inspectant ses troupes. Les employés baissent les yeux quand elle passe, non par peur, mais par un respect teinté d'intimidation. Elle a conquis sa place dans un monde dominé par les hommes, et chacun de ses pas résonne avec l'autorité de quelqu'un qui n'accepte jamais un « non » comme réponse. Mais ce que peu de gens savent, c'est que derrière la façade de la femme d'affaires accomplie se cache une femme profondément blessée.
Il y a 6 mois, après la mort soudaine d'Antoine Moreau, l'homme qu'elle considérait comme son père, Valentina a découvert la vérité qui a redéfini toute son identité. Elle avait été adoptée à l'âge de 2 ans. La révélation est venue de documents trouvés dans le coffre-fort personnel d'Antoine. Un acte de naissance original, les papiers de l'adoption, et même une lettre de sa mère biologique expliquant pourquoi elle avait dû l'abandonner. Le monde solide que Valentina avait construit s'est effondré à ce moment-là, la laissant se demander qui elle était. Vraiment point. Bonjour, Madame Moreau. La voix d'Hélène, son assistante depuis 10 ans, la ramène au présent. Le rapport trimestriel est prêt et la réunion avec les actionnaires est fixée à 14 heures. Valentina acquiesce, mais son esprit est partagé entre les chiffres à l'écran et l'inquiétude grandissante qui consume ses nuits. Madame Élise, sa mère adoptive de 78 ans qui insiste pour vivre seule dans son appartement du 15e arrondissement. Ces derniers mois, Élise montre des signes préoccupants. Elle oublie les noms de ses proches, répète plusieurs fois les mêmes histoires dans la même conversation, sort se promener et met parfois des heures à rentrer, ne se souvenant plus où elle est allée. Hier, elle a appelé à 2 heures du matin pour demander si Antoine était rentré du travail. Antoine était mort depuis 6 mois. Valentina regarde par la fenêtre panoramique la ville qu'elle a conquise, mais se sent plus seule que jamais. Elle a tout ce que l'argent peut acheter, des pantous dans 3 villes, des voitures importées, des vêtements de créateurs, l'accès aux meilleurs restaurants et événements sociaux. Mais elle n'a personne avec qui partager un repas fait maison, personne qui l'aime pour ce qu'elle est, et non pour ce qu'elle possède. Ses relations amoureuses ont toujours échoué au même point. Des hommes intimidés par son succès ou intéressés uniquement par sa fortune. Sa dernière relation s'est terminée il y a 2 ans, quand elle a découvert qu'il divulguait des informations confidentielles de l'entreprise à des concurrents en échange d'une somme généreuse. La vie est une négociation perpétuelle, disait souvent Antoine. Et celui qui a le plus a toujours l'avantage. Valentina a si bien appris cette leçon qu'elle a oublié de considérer qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas. Le téléphone sonne. C'est Louise, la voisine qui veille sur Élise quand elle le peut. Valentina, votre mère est sortie hier soir et n'est toujours pas rentrée. Je suis inquiète. Le sang de Valentina se glace. Comment ça, elle est sortie? Pour aller où? Elle a dit qu'elle allait rendre visite à son fils qui joue du piano. Mais nous ne lui connaissons aucun fils musicien. Valentina raccroche et sent le monde tourner. Élise est perdue dans la ville, l'esprit confus, vulnérable. Pour la première fois depuis des années, la femme la plus puissante de Paris se sent complètement impuissante. Elle a pluie de mars s'abat sur Paris avec la fureur typique de l'automne francilien. Il est 23h15 lorsque Julien termine le nettoyage du 35e étage de la Tour Saint-Louis, le dernier de sa tournée nocturne. Ses muscles sont endoloris. À 38 ans, le corps se plaint déjà du travail pénible, mais il y a une satisfaction silencieuse à laisser chaque étage impeccable. Julien a toujours été méticuleux dans son travail. Non pas parce que quelqu'un le surveille, mais parce que sa dignité réside dans le fait de bien faire ce qu'il entreprend. Chaque vitre nettoyée, chaque plante arrosée, chaque poubelle vidée représente sa signature silencieuse dans le monde de l'entreprise qui ne le remarquerait jamais. En descendant par l'escalier de secours pour faire une dernière ronde à l'accueil, Julien entend un son qui lui glace le sang, un petit sanglot étouffé, venant du palier entre le 2e et le 3e étage. C'est une cadence qu'il reconnaît. Le pleur de quelqu'un qui a perdu tout espoir. Allô? Il y a quelqu'un? Sa voix résonne dans l'escalier froid. Le sanglot s'arrête. Julien descend quelques marches de plus et son cœur se brise. Assise sur le béton glacial, une vieille dame aux cheveux blancs en désordre serre ses genoux, tremblant de froid et de peur. Ses vêtements sont trempés par la pluie, l'eau s'est échappée de ses chaussures usées pour former de petites flaques autour d'elle. Mon Dieu, madame, vous allez bien? Julien s'accroupit à côté d'elle, remarquant immédiatement l'état de vulnérabilité extrême de la femme. Élise lève ses yeux larmoyants et effrayés. Pendant un instant, elle ne peut pas parler. Elle l'observe simplement avec l'expression d'une enfant perdue. Je ne sais pas où je suis, murmure-t-elle d'une voix faible. Je dois trouver mon fils qui joue du piano. Il m'attend. Julien sent un pincement au cœur. La confusion dans sa voix, la façon dont ses mains tremblent, les yeux qui cherchent quelque chose de familier dans un monde devenu soudainement étranger. Il a déjà vu ça. La grand-mère de Marianne avait développé une démence au cours de ces dernières années. Et Julien avait appris à en reconnaître les signes. Sans hésiter, Julien enlève son propre sweatshirt, le seul qu'il possède, et le pose délicatement sur ses épaules. Vous allez attraper froid comme ça. Allons, sortons d'ici. Je n'ai pas d'argent, murmure Élise, honteuse. J'ai si faim, mais je n'ai pas d'argent. Julien ressent une douleur physique. Il se dirige vers le casier où il range ses affaires et prend la gamelle qu'il avait gardée pour son repas de fin de service. Sa seule nourriture jusqu'à son retour à la maison.
Il ouvre la boîte et lui offre la moitié de son sandwich jambon-fromage, ainsi que le café encore tiède de son thermos point. « Mangez, madame. Vous devez reprendre des forces. » Élise regarde la nourriture comme si c'était un miracle. Ses mains tremblent tellement que Julien doit l'aider à tenir le sandwich. Elle mange lentement, chaque petite bouchée accompagnée de larmes de gratitude et de soulagement. « Vous êtes si bon, » murmure-t-elle entre deux bouchées. « Il y a si longtemps que personne n'a pris soin de moi comme ça. » Julien s'assied à côté d'elle sur la marche froide, partageant son thermos. « Vous avez de la famille? Quelqu'un qui pourrait s'inquiéter ?»« J'ai une fille, » dit Élise, mais son expression se trouble. « Où était-ce un fils? Je ne me souviens plus très bien. Toujours très occupé, ou occupé. Travaille beaucoup. Je ne veux pas déranger. » « Vous vous souvenez où vous habitez? » Élise ferme les yeux, se concentrant. « Dans le 15e. Je crois que c'est le 15e. Il y a une petite épicerie au coin de la rue. Mais le chemin, je ne me souviens plus du chemin. » Julien connaît le quartier. Il n'est pas si loin en métro, mais pour quelqu'un de désorienté, cela peut sembler un labyrinthe impossible. Il regarde sa montre, presque minuit. Gabriel dormira, mais Julien sait qu'il ne peut. « T'es pas laissé cette dame sans aide point. Je vais vous ramener chez vous, » décide Julien. « Vous ne pouvez pas rester ici sous la pluie. » Il l'aide à descendre et à prendre le métro, payant son ticket et la guidant à travers les couloirs. Pendant le court trajet, Élise s'appuie sur le bras fort de Julien. Elle parle de souvenirs fragmentés. Un mari qui jouait du piano, une petite fille qui jouait dans le jardin, une époque où elle cuisinait pour toute la famille. Julien écoute avec une patience infinie, offrant des mots de réconfort quand elle s'embrouille ou s'effraie point. « Vous me rappelez mon Antoine quand il était jeune », commente-t-elle. Il avait aussi ce cœur si bon. Arrivé à l'immeuble résidentiel du 15e arrondissement, Julien aide Élise à trouver son appartement. Au 4e étage, elle reconnaît la porte verte. « C'est ici que j'habite. » Elle cherche les clés dans son petit sac mouillé, mais ses mains tremblent tellement que Julien doit l'aider à ouvrir la porte. L'appartement est sombre et silencieux. Julien allume la lumière et découvre un intérieur simple mais chaleureux, rempli de photographies anciennes et de plantes bien entretenues. « Vous allez vous en sortir. Ici, quelqu'un peut venir s'occuper de vous ?» Élise s'assied dans son fauteuil préféré, enfin en terrain connu. « J'ai ma voisine, Louise. Elle s'occupe de moi parfois. Mais je ne veux déranger personne. » Julien note son numéro de téléphone sur un papier et le laisse sur la table basse. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler. Je travaille de nuit, mais je peux aider. » Avant de partir, Élise serre la main calleuse de Julien entre ses mains fragiles. Des larmes coulent sur son visage ridé, mais ce sont maintenant des larmes d'une profonde gratitude. « Vous avez un cœur en or, mon fils. Que Dieu bénisse votre vie et celle de votre famille. Les gens comme vous sont rares en ce monde. » Julien sent une chaleur dans sa poitrine qui n'est pas seulement due à la reconnaissance, mais au sentiment d'avoir fait ce qui était juste. « Prenez soin de vous, madame. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin, vous pouvez m'appeler. » Il rentre chez lui à pied sous la pluie, sans son sweat, affamé, mais l'âme réchauffée par la certitude d'avoir tendu la main à quelqu'un qui en avait besoin. Il n'imagine pas qu'il vient de planter la graine d'une transformation qui changera non seulement sa vie, mais aussi celle de la femme la plus puissante de la ville. Dans l'appartement silencieux, Gabriel dort toujours profondément. Julien prend une douche rapide, mange les 2 derniers morceaux de pain trempé dans du lait et se couche en pensant au regard reconnaissant de cette vieille dame. Il y a quelque chose de familier en elle, une dignité qui transcende la confusion mentale, une délicatesse qui parle d'une vie de valeurs solides. Julien s'endort sans savoir que, à quelques kilomètres de là, Valentina Moreau passe une nuit blanche, appelant les hôpitaux et les commissariats, à la recherche de sa mère disparue. Le lendemain matin, Valentina arrive au bureau avec des cernes profonds et le cœur serré. Elle a passé la nuit à chercher Élise, qui, heureusement, est rentrée chez elle à 6 heures du matin, confuse mais indemne. La voisine, Louise, a appelé pour la prévenir, mais n'a pas su expliquer comment Élise était rentrée. Déterminée à découvrir ce qui s'est passé, Valentina demande au chef de la sécurité de l'immeuble tous les enregistrements des caméras de la nuit précédente. Il y a des heures de vidéo à analyser, mais Valentina est résolue à comprendre où sa mère a bien pu aller. À 14h30, elle trouve enfin. Les images de la caméra de l'escalier de secours montrent toute la scène. Élise, perdue et effrayée, l'agent d'entretien qui la trouve, enlève son propre sweat pour la réchauffer, partage sa nourriture, lui parle patiemment. Valentina visionne l'enregistrement 3 fois de suite, chaque visionnage augmentant le nœud dans sa gorge. Elle voit un homme qu'elle ne connaît absolument pas prendre soin de sa mère avec une tendresse qu'elle-même montre rarement. Elle voit une gentillesse désintéressée,
une bonté sans attente de retour. Qui est cet employé? Demande-t-elle au chef de la sécurité. Julien Dubois, madame. Agent d'entretien de nuit depuis 5 ans. Jamais eu de problème, toujours ponctuel et dévoué. Valentina étudie le visage de Julien sur l'enregistrement. Il y a quelque chose dans son expression pendant qu'il s'occupe d'Élise qui l'émeut profondément. C'est l'expression de quelqu'un qui voit de l'humanité là où d'autres ne verraient qu'un inconvénient. À 18 h, lorsque Julien arrive pour son service de nuit, Valentina descend au rez-de-chaussée. C'est la première fois en 5 ans qu'elle met les pieds dans le hall de l'immeuble pendant les heures de travail de Julien. Il est en train d'arranger les plantes d'ornement quand elle s'approche. Monsieur Dubois? Sa voix est plus douce que d'habitude, dépouillée de son autorité habituelle. Julien se retourne, surpris de voir une dirigeante s'adresser à lui. Oui, madame. En quoi puis-je vous aider? Je suis Valentina Moreau, la PDG de l'entreprise du 35e étage. J'ai besoin de vous parler de la nuit dernière. Le visage de Julien s'illumine de compréhension. Vous êtes la fille de madame Élise. Elle va bien? Je me suis inquiété. Le naturel avec lequel Julien exprime une préoccupation sincère pour une personne qu'il a rencontrée par hasard désarme complètement Valentina. Elle va bien, grâce à vous. J'ai vu les caméras de surveillance. J'ai vu tout ce que vous avez fait pour elle. Valentina sort de sa poche une enveloppe contenant 500 € en espèces. Je veux vous remercier pour votre bonté. C'est pour vous, pour la façon dont vous avez pris soin de ma mère. Julien regarde l'enveloppe, mais ne la touche pas. Je ne peux pas accepter ça, madame. Comment ça, vous ne pouvez pas? C'est un remerciement sincère. Madame, je n'ai pas aidé votre mère pour de l'argent. Je l'ai aidée parce que c'était la chose à faire. Julien parle avec une simplicité qui déconcerte Valentina. N'importe qui aurait fait la même chose. Valentina est décontenancée. Dans son monde, tout a un prix, toute gentillesse attend une récompense. Mais, je dois vous remercier d'une manière ou d'une autre. Vous avez été si généreux. Si vous insistez. Pour faire quelque chose, dit Julien, pensif, peut-être pourriez-vous payer une consultation médicale pour votre mère. J'ai remarqué certains signes qui... Eh bien, ce serait peut-être bien qu'elle soit vue par un gériatre. La suggestion sonne comme une claque pour Valentina. Cet homme humble lui suggère des soins médicaux pour sa mère qu'elle aurait dû organiser elle-même depuis des mois. La culpabilité l'écrase. Vous avez remarqué qu'elle a des problèmes de mémoire. La grand-mère de ma femme a développé une démence, explique Julien avec délicatesse. Je reconnais certains signes. Votre mère est une dame merveilleuse, mais elle a besoin d'un suivi spécialisé. Valentina sent ses yeux s'embuer. J'aurais dû le voir plus tôt. Je suis toujours si occupé. Madame, personne ne vous juge, dit Julien avec une gentillesse surprenante. Prendre soin des gens qu'on aime, c'est difficile. L'important, c'est de faire ce qui est juste à partir de maintenant. La phrase résonne dans l'esprit de Valentina toute la soirée. Faire ce qui est juste à partir de maintenant. Quand quelqu'un lui avait-il offert un pardon aussi simple et direct pour la dernière fois? Julien refuse catégoriquement d'accepter de l'argent, mais accepte qu'elle finance les soins médicaux pour Élise. Avant de se séparer, Valentina pose une question qui l'intrigue depuis des heures. Pourquoi avez-vous refusé l'argent? Dans la situation financière que nous imaginons tous être la vôtre. 500 € doivent faire une différence. Julien sourit avec une pointe de tristesse. Madame, si j'accepte de l'argent pour avoir aidé votre mère, je transforme un acte d'humanité en une transaction commerciale. Et alors, ce n'est plus de l'humanité. Valentina retourne au 35e étage, les jambes flageolantes. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui refusait de l'argent par principe moral. Dans son monde d'entreprise, tout est négociable, tout a un prix. Mais Julien vient de lui montrer qu'il existe des valeurs qui transcendent toute valeur monétaire. Cette nuit-là, seule dans son bureau, Valentina ne parvient pas à se concentrer sur les rapports. Elle repense à la simplicité profonde des mots de Julien, à la manière dont il a traité sa mère comme si elle était de sa propre famille, à la dignité silencieuse avec laquelle il a refusé une somme qui représente probablement la moitié de son salaire mensuel. Pour la première fois depuis des années, Valentina se demande si le succès qu'elle a tant poursuivi vaut vraiment quelque chose, si elle n'est même pas capable de remarquer que sa propre mère perd la mémoire. Les semaines suivantes, Valentina se surprend à faire quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé, observer Julien. Non pas de manière intrusive, mais avec une curiosité sincère pour cet homme qui a défié tout ce qu'elle pensait savoir sur la nature humaine. Cela commence modestement. Valentina, qui quitte toujours l'immeuble par les ascenseurs privés menant directement au parking, passe occasionnellement par le hall principal. Elle observe comment Julien salue chaque personne par son nom,
des cadres supérieurs au personnel de nettoyage, avec le même respect. Elle voit comment il prend soin des plantes du hall avec une affection réelle, et non par simple obligation. Bonsoir, docteur Martin. Comment va votre petite dernière? Demande Julien au directeur financier de l'entreprise voisine. Bonsoir, Julien. Elle grandit de jour en jour. Et Gabriel, comment vont les études? Valentina s'arrête discrètement près du comptoir de l'accueil, impressionnée. Non seulement Julien connaît les enfants des cadres par leur prénom, mais il montre un intérêt sincère pour leur vie. Quand avait-elle demandé des nouvelles de la famille d'un de ses employés pour la dernière fois? Un soir, travaillant tard pour conclure un contrat international, Valentina descend chercher de l'eau dans le hall et trouve Julien dans la petite bibliothèque de l'immeuble. Il est assis sous la faible lumière, lisant avec concentration un livre technique sur la gestion de projets de génie civil. Bonsoir, dit-elle, essayant de paraître décontractée. Julien lève les yeux, marquant soigneusement sa page. Bonsoir, Madame Moreau. Vous travaillez encore tard? Je travaille toujours tard. Et vous? Vous ne devriez pas être en train de nettoyer un étage? J'ai déjà terminé ma tournée. Je profite de ce petit moment pour étudier. Julien montre le livre, un peu gêné. Je sais que ça peut paraître idiot. Idiot? Pourquoi ce serait idiot? Valentina s'approche, curieuse. Je peux voir. Le livre est « Gestion moderne des projets d'infrastructure », un texte complexe qu'elle-même a eu du mal à comprendre pendant son MBA. Vous comprenez ça? Julien esquisse un sourire timide. Je suis diplômé en génie civil. Je travaille comme agent d'entretien, mais j'essaie de garder l'esprit vif. La révélation frappe Valentina comme un coup de poing à l'estomac. Vous êtes ingénieur. Je l'étais. Ou plutôt, je le suis encore. Techniquement. Je n'exerce plus, c'est tout. Pourquoi? La question lui échappe avant qu'elle ne puisse se retenir. Julien reste silencieux un instant, fermant lentement le livre. Les circonstances de la vie, madame. Parfois, nous devons faire des choix qui ne concernent pas ce que nous voulons, mais ce dont nous avons besoin. Valentina s'assoit dans le fauteuil à côté de lui, oubliant complètement la hiérarchie sociale qui l'a toujours séparée des gens comme Julien. Quel genre de circonstances? J'ai perdu ma femme il y a 6 ans. J'ai un fils de 10 ans à élever seul. Le salaire d'agent d'entretien est fixe, avec un contrat, une mutuelle de base. Le travail d'ingénieur peut avoir des bons mois et des mauvais mois. Je ne peux pas prendre de risques quand un enfant dépend de moi. L'explication est donnée sans apitoiement, comme une simple constatation des faits. Mais Valentina perçoit la douleur contenue dans les yeux de Julien, la résignation d'un homme qui a sacrifié ses rêves professionnels pour la sécurité de son fils. Et le génie civil, ça ne vous manque pas? Julien regarde le livre dans ses mains. Chaque jour. Mais j'ai appris qu'être père est plus important qu'être ingénieur. Gabriel a besoin de stabilité, pas d'un père qui peut gagner beaucoup un mois et ne pas pouvoir acheter à manger le mois suivant. La conversation se prolonge pendant 2 heures. Valentina découvre que Julien a une vision sophistiquée de l'urbanisme, du développement durable dans la construction, de l'impact social des grands projets. Il parle avec une passion contenue de ses idées pour le logement social et la mobilité urbaine. Pourquoi ne retournez-vous pas à l'ingénierie? Demande Valentina, sincèrement intriguée. Avec votre expérience et vos connaissances, vous trouveriez certainement un bon poste. Madame, le travail d'ingénieur, ce sont les chantiers. Et moi, depuis l'accident de ma femme, je ne peux plus mettre les pieds sur un chantier sans faire des crises de panique. Julien l'admet avec une difficulté visible. Elle est morte quand un mur mal construit s'est effondré. Chaque fois que je vois du béton couler, des structures érigées, je ne peux plus fonctionner. Valentina sent sa poitrine se serrer. Je suis désolé. Je ne savais pas. Ce n'est rien. J'ai appris à trouver de la dignité dans le travail que je fais. Ce n'est pas moins important qu'être ingénieur. C'est différent. Quand Valentina retourne à son bureau cette nuit-là, elle ne peut pas se concentrer sur ses contrats. Elle pense à l'intelligence gaspillée de Julien, à la façon dont il parle de la responsabilité paternelle avec un naturel qu'elle n'a jamais vu chez aucun des cadres qu'elle connaît. À partir de ce jour, Valentina commence à remarquer des détails qui lui échappaient auparavant. Comment Julien sourit quand il parle à son fils Gabriel au téléphone. Comment ses yeux s'illuminent quand il explique un concept technique. Comment il traite chaque personne dans l'immeuble avec dignité, quel que soit son statut social. Un soir, elle surprend une conversation entre Julien et l'agent de sécurité à propos de l'éducation. Mon Gabriel veut étudier l'astronomie, raconte Julien avec fierté. Hier, il m'a expliqué comment calculer la distance entre les planètes.
10 ans et il comprend déjà la trigonométrie mieux que beaucoup d'adultes. Et tu arriveras à lui payer une bonne fac? J'y arriverai. Même si je dois prendre 3 boulots. Mon fils aura toutes les opportunités que je peux lui offrir. La détermination dans la voix de Julien impressionne Valentina. Elle n'a jamais vu quelqu'un parler du sacrifice pour ses enfants avec autant de naturel et de force. En comparaison, elle se souvient comment Antoine, son père adoptif, parlait toujours de préparer l'avenir, mais démontrait rarement une affection réelle. Valentina se surprend à penser à Julien lors de réunions importantes. Elle imagine ce que ce serait d'avoir quelqu'un qui la verrait au-delà de son argent et de son pouvoir. Quelqu'un qui la jugerait pour son caractère, pas pour son compte en banque. Quelqu'un qui ferait preuve d'une gentillesse sincère, sans rien attendre en retour. Pour la première fois depuis des décennies, Valentina Moreau se sent attirée non par le statut ou l'apparence, mais par des valeurs humaines qu'elle avait oublié qu'elles existaient. C'est un jeudi maussade que Madame Élise se rend à l'immeuble pour accompagner Valentina à une consultation médicale. Le résultat de l'examen confirme les craintes. Une démence à un stade précoce, mais contrôlable avec des médicaments et un suivi approprié. Valentina devrait se sentir soulagée d'avoir un diagnostic, mais la culpabilité d'avoir tant tardé à chercher de l'aide la ronge. En descendant du cabinet médical au 12e étage, Élise s'arrête brusquement dans le hall en voyant Julien organiser les plantes d'ornement. Le garçon aux yeux si bons, s'exclame-t-elle, marchant vers lui avec un sourire radieux. Quelle joie de vous trouver. Julien se retourne et son visage s'illumine. Madame Élise, comment allez-vous? Mieux, j'espère. Beaucoup mieux, grâce à vous. Élise prend les mains calleuses de Julien entre les siennes. Ma fille m'a emmené chez le médecin. Grâce à vous. Vous m'avez sauvé la vie. Valentina observe la scène à quelques mètres de distance, émue. Julien parle à sa mère avec une patience infinie, écoutant ses histoires répétées sans montrer d'irritation, posant des questions qui témoignent d'un intérêt sincère. Vous vous souvenez de ce dont nous avons parlé à propos de la musique? Demande Julien. Vous m'aviez dit que votre mari jouait du piano. Les yeux d'Élise s'illuminent. Antoine jouait divinement. Chopin, Mozart, Debussy, notre maison était toujours remplie de musique. Il disait que la musique est un remède pour l'âme. Ma femme aussi aimait la musique classique, partage Julien avec délicatesse. Quand Gabriel était bébé, elle lui chantait des berceuses pour l'endormir. Gabriel, c'est votre fils? Oui, madame. Un garçon merveilleux. Il a 10 ans et il adore les mathématiques. Élise serre les mains de Julien avec une force surprenante. Les mathématiques, c'est la musique des nombres. Antoine disait toujours ça. Soudain, l'expression d'Élise change. Elle regarde Julien avec une intensité confuse, comme si elle essayait de connecter des souvenirs fragmentés. Monsieur, vous me rappelez quelqu'un. Quelqu'un d'il y a très longtemps. J'espère que c'est un bon souvenir, dit Julien avec gentillesse. Ça l'était. C'était une très bonne personne, comme vous. Élise semble lutter contre le brouillard de sa mémoire. Il avait les mêmes mains travailleuses, le même regard gentil. À ce moment, Élise a un petit épisode de confusion. Elle se met à chercher quelque chose dans son sac, de plus en plus agitée. Où est-elle? Où est la partition? Antoine m'attend pour la répétition. Julien comprend immédiatement ce qui se passe. Madame Élise, asseyons-nous ici dans le fauteuil. Vous êtes dans l'immeuble de Valentina, vous vous souvenez? Votre fille est là avec vous. Valentina. Élise répète le nom comme si c'était un mot étranger. Qui est Valentina? Julien regarde Valentina, qui s'approche, inquiète. C'est votre fille, madame. Cette belle jeune femme-là, qui prend soin de vous. Valentina s'accroupit à côté du fauteuil où Élise s'est assise. C'est moi, maman. Valentina. On vient de sortir de chez le médecin. Tu te souviens? Mais Élise regarde Valentina sans la reconnaître, puis reporte son regard sur Julien. Vous restez avec moi jusqu'à ce que mon Antoine arrive? J'ai peur quand il est en retard. Bien sûr que je reste, madame. Je ne bougerai pas d'ici tant que vous ne vous sentirez pas mieux. Julien s'assoit par terre à côté du fauteuil, tenant la main d'Élise tandis qu'elle se calme progressivement. Valentina observe, impressionnée par sa patience infinie. Julien ne montre ni hâte, ni irritation, ni malaise. Il offre simplement une présence rassurante. La grand-mère de ma femme avait des épisodes comme ça, explique doucement Julien à Valentina. J'ai appris que discuter ou essayer de la corriger ne fait qu'empirer les choses. Il vaut mieux entrer dans leur monde et leur offrir de la sécurité. Comment ça, entrer dans leur monde? Madame Élise est en train de revivre un souvenir de sa jeunesse.
Pour elle, en ce moment, Antoine est toujours vivant et va rentrer à la maison. Si je lui expliquais qu'il est mort, je ne lui causerais qu'une douleur inutile. Il vaut mieux l'accompagner dans sa réalité jusqu'à ce qu'elle revienne à la nôtre. Valentina observe Julien prendre soin de sa mère pendant 40 minutes, jusqu'à ce qu'Élise revienne progressivement au présent et la reconnaisse à nouveau. Pendant tout ce temps, Julien parle de musique, de la beauté des plantes du hall, de souvenirs joyeux qu'Élise partage. Quand elles partent enfin, Élise serre Julien dans ses bras. « Merci de prendre soin de moi, mon fils. Vous avez un cœur comme celui de mon Antoine. » Dans l'ascenseur qui monte au 35e étage, Valentina est silencieuse, digérant ce dont elle vient d'être témoin. Julien a mieux pris soin de sa mère qu'elle-même n'en est capable. Il a fait preuve de patience, de connaissance et d'un amour sincère pour quelqu'un qu'il connaît à peine point. « Julien, dit-elle lorsque les portes s'ouvrent. Pouvons-nous parler dans mon bureau ?» Dans l'ascenseur privé menant au 35e étage, Valentina verbalise enfin ce qu'elle ressent. « Comment avez-vous appris à prendre soin des personnes atteintes de démence ?»« Par nécessité, madame. La grand-mère de Marianne, ma femme, a vécu avec nous les 2 dernières années de sa vie. C'était une femme extraordinaire, mais la maladie est cruelle. Gabriel n'avait que 5 ans, mais il aidait à s'occuper de son arrière-grand-mère avec un naturel incroyable. Ça a dû être difficile. Ça l'a été. Mais c'était aussi magnifique. Ça nous a appris, à Gabriel et à moi, qu'aimer quelqu'un signifie être présent dans les moments difficiles, pas seulement dans les moments heureux. » En arrivant dans le bureau de Valentina, Julien s'arrête sur le seuil, clairement mal à l'aise face au luxe évident. « Peut-être vaudrait-il mieux que nous parlions dans le hall, madame. Entrez, je vous en prie. Je dois vous dire certaines choses. » Julien entre avec hésitation. Le bureau est plus grand que tout l'appartement où il vit avec Gabriel. Valentina lui propose de l'eau, du café, mais Julien refuse poliment point. « Je veux te remercier, » dit Valentina, et Julien remarque qu'elle le tutoie pour la première fois. « Pour ce que tu as fait pour ma mère aujourd'hui. Et pas seulement aujourd'hui, depuis cette première nuit. Vous n'avez pas à me remercier. Votre mère est une personne spéciale. Elle l'est. Et moi, je n'ai pas été une bonne fille pour elle. » Valentina s'assoit dans le fauteuil en face de Julien, abandonnant le bureau de direction qui la sépare toujours des gens. « Je travaille tellement que j'ai à peine le temps de lui rendre visite. Tu t'es mieux occupé d'elle en 1 heure que moi en des mois. Madame, ne soyez pas si dure avec vous-même. Travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, c'est aussi une façon de prendre soin. » Vraiment ? Alors pourquoi est-ce que je me sens si vide ? La question lui échappe avant qu'elle ne puisse se contrôler. J'ai tout ce que l'argent peut acheter, mais quand je te vois prendre soin de ma mère, je me rends compte que je ne sais même pas comment montrer de l'affection. Correctement. Julien reste silencieux un moment, choisissant ses mots avec soin. L'affection, ce n'est pas faire des choses grandioses. C'est être présent. C'est regarder la personne dans les yeux et la voir vraiment. Tu parles comme quelqu'un qui s'y connaît. J'ai appris par nécessité. Quand Marianne est morte, Gabriel était perdu. J'étais perdu aussi. Mais j'ai appris que les enfants ont plus besoin de présence que de cadeaux, plus de temps que d'argent. Valentina sent des larmes monter à ses yeux. Je ne sais pas comment être présente pour qui que ce soit. Je ne sais pas comment montrer de l'amour sans utiliser l'argent. Madame, puis-je vous poser une question personnelle ? Valentina acquiesce. À quand remonte la dernière fois que vous avez pris votre mère dans vos bras ? Pas une accolade rapide pour dire bonjour, mais une vraie étreinte, de celles qui durent quelques secondes et qui disent « je t'aime ». Valentina réfléchit et ne parvient pas à se souvenir. Je ne sais pas. Ça fait très longtemps. Alors c'est peut-être un bon point de départ. La simplicité de la suggestion émeut profondément Valentina. Julien ne propose pas de solution complexe ou de thérapie coûteuse. Il suggère juste quelque chose de si basique et si vrai qu'elle l'avait complètement oublié. La valeur de la simple affection physique. Point. Je peux te confier un secret ? Dit Valentina impulsivement. Point. Bien sûr. J'ai découvert il y a quelques mois que j'ai été adoptée. Mes vrais parents sont morts quand j'étais très petite. Antoine et Élise m'ont élevée, mais maintenant qu'Antoine est mort et qu'Élise perd la mémoire, je me sens complètement orpheline. Julien écoute dans un silence respectueux. Tu as eu de la chance, continue Valentina. Tu as connu le grand amour. Tu as eu une femme qui t'aimait, tu as un fils qui t'adore. Moi, je n'ai jamais su ce que c'était que d'être aimé pour ce que je suis, et non pour ce que je possède. Madame, puis-je vous dire quelque chose ? Votre mère vous aime inconditionnellement. Je l'ai vu dans ses yeux quand elle vous regarde. Même confuse, même avec la démence, l'amour qu'elle ressent pour vous est réel et profond.
Comment le sais-tu? Parce que c'est de la même façon que je regarde Gabriel. C'est la façon dont ma mère me regardait. L'amour d'un parent est unique. À cet instant, sous la douce lumière de fin d'après-midi qui filtre par les fenêtres panoramiques. UES, Valentina Moreau tombe amoureuse. Non pas de l'argent, du statut ou de l'apparence de Julien, mais de sa sagesse émotionnelle, de sa capacité à voir ce qui compte vraiment, de son habileté à offrir un réconfort sincère dans les moments les plus vulnérables. Julien, de son côté, voit au-delà de la puissante dirigeante. Il voit une femme blessée, seule, qui a construit des murs si autour de son cœur qu'elle a oublié comment laisser quelqu'un y entrer. Il voit quelqu'un qui, comme lui, a perdu des personnes importantes et essaie de reconstruire le sens de la famille et de l'amour. Lorsque Julien se lève pour partir, Valentina est certaine que quelque chose de fondamental a changé entre eux. Ce n'est plus seulement de la gratitude ou de l'admiration. C'est le début d'une connexion qu'elle n'a jamais connue auparavant. Julien, dit-elle alors qu'il atteint la porte. Voudrais-tu dîner avec moi demain? Pas dans un restaurant cher. Peut-être chez ma mère? Elle serait heureuse de cuisiner pour nous. Julien sourit. Le premier sourire vraiment heureux que Valentina voit sur son visage. Ce serait un honneur. Gabriel peut venir? Il adorerait rencontrer Madame Élise. Bien sûr qu'il peut. En fait, j'aimerais beaucoup rencontrer Gabriel. La crise frappe le lundi suivant, tel un tsunami financier qui menace d'engloutir Moreau Logistique. Le principal client de l'entreprise, représentant 40% du chiffre d'affaires annuel, décide de rompre le contrat, prétextant une nécessité de réduire les coûts. La perte représente 12 millions d'euros de revenus prévus et met en péril la stabilité de toute l'opération. Dans la salle de réunion du 35e étage, les 12 directeurs de l'entreprise se réunissent en session d'urgence. Les chiffres projetés à l'écran sont dévastateurs. Pour maintenir la marge bénéficiaire et honorer les engagements envers les investisseurs, il faudra licencier 280 employés, près de 15% de l'ensemble du personnel. Nous n'avons pas le choix, affirme Jorge Mendes, le directeur financier. Si nous ne réduisons pas les coûts de manière drastique, toute l'entreprise pourrait faire faillite en 6 mois. Les licenciements doivent être ciblés, ajoute Patricia Lemaire, la directrice des RH. Les employés plus anciens coûtent plus cher. Nous pouvons les remplacer par des juniors avec des salaires plus bas. Valentina écoute les arguments en silence, mais son esprit est partagé. Une semaine plus tôt, elle aurait immédiatement accepté la stratégie de réduction du personnel. Les affaires sont les affaires. Les sentiments ne peuvent interférer avec la rationalité financière. Mais ces conversations avec Julien ont planté des graines qui s'épanouissent maintenant en questionnement. Combien de familles dépendent des employés que nous prévoyons de licencier? Demande Valentina. Un silence gêné s'installe dans la salle. La question prend tout le monde par surprise. Valentina, dit Georges avec prudence, ce n'est pas pertinent pour la décision commerciale. Nous devons penser au bien supérieur de l'entreprise. Pas pertinent? Valentina se lève. Nous parlons de 280 familles qui vont perdre leur source de revenus. Des pères qui ne pourront plus payer l'école de leurs enfants, des mères qui n'auront pas les moyens d'acheter des médicaments pour leurs enfants malades. Comment cela peut-il ne pas être pertinent? Parce que ce n'est pas notre responsabilité, répond froidement Patricia. Notre responsabilité est envers les actionnaires et la pérennité de l'entreprise. Valentina se dirige vers la fenêtre panoramique, regardant la ville qui s'étend à l'infini en contrebas. Elle se souvient des mots de Julien sur la dignité du travail, sur l'impact des décisions sur la vie réelle des gens. Elle se souvient de la façon dont il parle de Gabriel, de la responsabilité de subvenir aux besoins d'une famille. Et si nous réduisions mon salaire et celui de tous les directeurs de moitié? Valentina se retourne pour faire face à la salle. Et si nous annulions les bonus des cadres cette année? Et si nous vendions certains actifs non essentiels? Tu es devenue folle? Georges se lève. Ton salaire est de 800 000 euros par an, plus les bonus. Même en le réduisant de moitié, ça ne compensera pas 280 salaires. Alors trouvons d'autres solutions. Renégocions les contrats avec les fournisseurs, reportons les investissements non urgents, cherchons de nouveaux clients. Valentina, intervient Patricia, tu es en train de réagir de manière émotionnelle. Ce n'est pas comme ça qu'on gère une entreprise. Émotionnelle? Valentina sent la colère monter. Est-ce émotionnel de considérer que chacun de nos employés est un être humain avec des rêves, des peurs et des responsabilités? La responsabilité de l'échec. Et si ça ne marche pas? Demande Georges. Si ça ne marche pas, au moins nous aurons essayé de faire ce qui était juste. Je préfère échouer en essayant de préserver 2000 familles que de réussir en détruisant 280. Après la réunion houleuse,
Valentina reste seule dans son bureau, se demandant si elle a pris la bonne décision. La rationalité entrepreneuriale lui dit qu'elle a commis une erreur. Mais quelque chose au fond de son cœur, une voix qu'elle avait fait taire depuis des années, lui murmure que pour la première fois de sa vie, elle a fait quelque chose de vraiment important. À 23 heures, elle descend dans le hall pour parler à Julien. Elle le trouve à la bibliothèque, en train d'étudier comme toujours. Je peux te raconter ma journée ? Demande-t-elle. Julien ferme immédiatement son livre. Bien sûr. À voir ton visage, ça n'a pas été une journée facile. Valentina raconte toute la situation. La crise financière, la pression des directeurs, sa décision de préserver les emplois en réduisant les coûts ailleurs. Julien écoute en silence, hochant la tête de temps en temps. Tu penses que j'ai bien fait ? Demande-t-elle à la fin. Je pense que tu as fait ce que ton cœur te disait de faire. Et un cœur, quand il est bon comme le tien, se trompe rarement. Comment sais-tu que mon cœur est bon ? Parce que j'ai vu comment tu traites ta mère. Parce que je vois comment tu te bats pour trouver des moyens de prendre soin des gens autour de toi. Parce qu'une mauvaise personne ne remettrait pas en question une décision d'entreprise en pensant à l'impact sur les familles des employés. Valentina sent une chaleur dans sa poitrine. J'ai appris ça de toi. Non, tu le savais déjà. Tu avais juste besoin de t'en souvenir. Cette nuit-là, Valentina est certaine de cette reprise non seulement de Julien, mais de la version d'elle-même qui l'a aidée à redécouvrir. Une version qui valorise l'humanité avant le profit, qui voit des personnes là où elle ne voyait que des chiffres. 3 mois plus tard, la stratégie de Valentina s'avère étonnamment efficace. Non seulement l'entreprise survit à la crise, mais elle trouve de nouveaux marchés, renégocie des contrats favorables et augmente même sa marge bénéficiaire sans licencier un seul employé. L'histoire se répand dans les médias économiques comme un exemple de leadership humanisé, attirant de nouveaux clients qui valorisent la responsabilité sociale. Plus important que le succès financier, cependant, est la transformation personnelle de Valentina. Ces derniers mois, elle a commencé à ne travailler que 8 heures par jour, consacrant ses soirées à s'occuper d'Élise, et surprise à laquelle elle ne s'attendait pas, à développer une amitié sincère avec Gabriel, le fils de Julien. C'est une soirée de décembre, la veille de Noël, lorsque les événements culminent sur le toit-terrasse de l'immeuble. L'entreprise a organisé une fête pour tous les employés, des cadres au personnel de nettoyage. Une initiative inédite qui était l'idée de Valentina. La fête se termine, les derniers invités prennent congé, lorsque Valentina et Julien se retrouvent seuls sur la terrasse. La ville brille comme une crèche géante à leurs pieds, mais aucun des deux ne prête attention à la vue. Merci, dit doucement Valentina. Pourquoi ? De m'avoir appris ce qui compte vraiment dans la vie. Julien sourit, s'approchant d'elle. Toi aussi, tu m'as appris quelque chose. Quoi ? Qu'est-ce que j'aurais pu t'apprendre ? Que les gens peuvent changer. Que peu importe le nombre de murs que quelqu'un a construits autour de son cœur, il y a toujours une porte. Il reste silencieux un instant, chacun digérant les mois de transformation mutuelle. Valentina prend une profonde inspiration et décide de verbaliser ce qu'elle ressent depuis des semaines. Julien, je dois te dire quelque chose. Et ça peut paraître fou, vu la différence entre nos vies. Dis-moi, je suis tombée amoureuse de toi. Les mots sortent comme une confession chuchotée. Pas pour ce que tu fais ou tu travailles, mais pour qui tu es. Pour ta bonté, ta sagesse, ta façon de voir le monde. Pour la manière dont tu prends soin des gens que tu aimes. Julien reste silencieux pendant quelques secondes, qui semblent une éternité pour Valentina. Je peux être honnête avec toi aussi ? Répond-il enfin. Valentina acquiesce, le cœur battant la chamade. Moi aussi, je suis tombé amoureux. Pas de la dirigeante puissante ou de la femme riche, mais de la Valentina qui a pris sa mère dans ses bras les larmes aux yeux après avoir appris à montrer son affection. De la femme qui a risqué son entreprise pour protéger les familles de ses employés. De la personne qui joue par terre avec Gabriel et le fait rire. Même en sachant que nous venons de mondes complètement différents, des mondes différents, mais des cœurs semblables. Des cœurs qui ont appris que l'amour, c'est prendre soin, protéger, être présent. Des cœurs qui savent que la famille est plus importante que n'importe quel succès professionnel. Julien s'approche davantage, prenant doucement le visage de Valentina entre ses mains calleuses. Je peux t'embrasser ? S'il te plaît. Le baiser est doux, chargé de mots de sentiments refoulés, d'admiration mutuelle, de la promesse d'un avenir. Quand ils se séparent, ils ont tous les deux les larmes aux yeux. Et maintenant ? Demande Valentina. Comment on fait pour que ça marche ? Toi avec Gabriel, moi avec l'entreprise, ma mère qui a besoin de soins. On fait comme toutes les familles, répond Julien avec simplicité. Un jour à la fois, en prenant soin l'un de l'autre, en construisant quelque chose de nouveau ensemble. Gabriel acceptera une autre femme dans votre vie ? Julien rit.
Gabriel t'adore déjà. Hier, il m'a demandé si tu pouvais être sa marraine de maths, parce que tu es la seule personne qui comprend les calculs compliqués qu'il fait. Et Élise? Ta mère me traitait déjà comme son fils. Maintenant, ce sera officiel. Ils restent enlacés sur la terrasse, deux âmes blessées qui ont trouvé la guérison l'une en l'autre. Valentina sent, pour la première fois de sa vie, qu'elle est là où elle doit être. Non pas au sommet d'une tour d'entreprise, mais dans les bras d'un homme qu'il aime pour qui elle est vraiment point. Tu sais ce qui m'impressionne le PL. US chez toi? Murmure Valentina point. Quoi? Tu m'as montré qu'il y a des choses plus précieuses que l'argent. Le temps, la présence, l'affection, la famille. Ce sont des trésors dont j'avais oublié l'existence. Et toi, tu m'as montré que les gens peuvent grandir, qu'il n'est jamais trop tard pour changer, que le véritable amour vaut tous les risques. Sous les étoiles de décembre, avec la ville qui palpite en dessous, Valentina Moreau et Julien Dubois scellent non seulement le début d'un amour, mais la promesse de construire une famille unie par des valeurs qui transcendent les différences sociales. La bonté, le respect, le dévouement et la certitude que le véritable amour trouve toujours un moyen de s'épanouir. 3 mois plus tard, Julien retournerait travailler comme ingénieur dans une entreprise partenaire de Moreau Logistique. Gabriel gagnerait une mère qui lui apprendrait les affaires pendant qu'il lui apprendrait l'astronomie, et Élise aurait 2 personnes pour s'occuper d'elle avec tout l'amour qu'elle mérite. Mais c'est une autre histoire. Pour l'instant, il suffit de savoir que parfois les rencontres les plus improbables donnent naissance aux amours les plus vrais, et que la bonté trouve toujours un moyen d'être récompensée par l'univers. Si cette histoire a touché votre cœur, commentez « Bienveillance ». Répandons plus d'amour et de gentillesse dans le monde, une histoire à la fois.